l'innovation dans le domaine de la tuberculose. Le 25 septembre 2015, une réunion de 193 pays aux Nations Unies ont ratifié un programme de développement durable qui définit 17 objectifs. Tous les objectifs sont intriqués, il y a une interaction entre eux et l'objectif numéro 3, c'était de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous et à tout âge. Parmi les cibles de ce troisième ODD, c'est de mettre fin aux maladies transmissibles, dont la tuberculose, et dans cette cible s'intègre la stratégie anti-TB. Quels sont les indicateurs visés par cette stratégie? Il y a 3 indicateurs essentiels, c'est la réduction des décès, la réduction de l'incidence et le fardeau que va occasionner cette maladie sur les ménages. Donc notre objectif prochain, c'est l'année 2025 et pour cette année, on ambitionne de réduire le nombre de ces décès à hauteur de 75% par rapport aux chiffres notés en 2015, de réduire l'incidence de 50% et que la maladie n'ait aucun impact financier sur les ménages. En 2018, la lutte antituberculeuse rencontre une implication politique à haut niveau, puisqu'en septembre 2018 a été organisée sur le thème de la tuberculose une réunion de haut niveau à l'Assemblée générale des Nations Unies en collaboration avec l'OMS et sur la base de la stratégie anti-TB et des objectifs de développement durable, des résolutions ont été adoptées. En matière de traitement, l'objectif à atteindre entre 2018 et 2022 était de mettre sous traitement 40 millions de personnes, tout âge confondu. Or, l'évaluation de cette stratégie a montré qu'en 2022, seulement 84% de cet objectif a été atteint. Pour le traitement des enfants, l'objectif était de traiter 3,5 millions de patients, or seulement 75% de cet objectif a été atteint. Là où les objectifs sont encore loin d'être atteints, c'est dans le traitement des tuberculoses résistantes, où seulement 55% des patients, tout âge confondu, ont été admis au traitement. Et encore pire, pour le traitement des tuberculoses résistantes chez les enfants, seulement 19% de cet objectif a été atteint. En matière de prévention de la maladie, ce qui était prévu à l'horizon 2022, c'était que 30 millions de patients soient admis à un traitement prophylactique, pour un traitement prophylactique. Or, seulement 52% de cet objectif a été atteint. Là où on a bien travaillé, c'est la mise sous traitement prophylactique des patients vivant avec le VIH, où plus de 100% de l'objectif a été atteint. Pour le traitement pour tuberculose latente chez les enfants de moins de 5 ans, il était attendu 4 millions de patients, or seulement 55% de cet objectif a été atteint. Et pour les enfants de plus de 5 ans, seulement 10% de l'objectif a été atteint. Il y a aussi le côté financier. Donc cette réunion avait prédit ou prévu d'allouer un budget de 13 milliards de dollars US annuellement pour l'accès universel au traitement, au diagnostic, au traitement et à la prévention, mais seulement 44% de ce budget a été réellement alloué. Et pour la recherche, il était prévu d'allouer 2 milliards de dollars US et seulement 50% de cet objectif a été atteint. Donc, à la fin de la réunion de 2018, il était prévu que les mêmes décideurs se réunissent 5 ans après, et ce qui a été fait. Donc, en septembre 2023, il y a eu une deuxième réunion de haut niveau et de nouveaux indicateurs ont été pointés. Ce sont la couverture du traitement de la tuberculose avec comme objectif que 90% du nombre estimé de personnes qui développent la tuberculose chaque année devraient plutôt bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement de qualité. 90%
de personnes au risque de développer la tuberculose devraient bénéficier d'un traitement préventif à l'horizon 2027. Et 100% des personnes diagnostiquées avec tuberculose devraient avoir bénéficié d'un test moléculaire rapide à l'horizon 2027. 100% des prestations devraient être assurées. On devrait œuvrer pour qu'il y ait une disponibilité de nouveaux vaccins sûrs et efficaces et qui est souhaitable qu'ils soient déployés dans les 5 années prochaines. Le financement, donc on augmente un petit peu. On prévoit d'allouer 22 milliards de dollars US pour l'accès universel aux soins, la prévention, le diagnostic et le traitement, et 5 milliards pour la recherche. Donc, après avoir un petit peu balayé toutes les actualités par rapport à l'aspect santé publique de la tuberculose, on va passer à la clinique. Donc, en matière de diagnostic, ce qui est nouveau, enfin pas si nouveau que ça, jusque-là, on utilisait les tests phénotypiques pour faire le diagnostic de la tuberculose. Or, aujourd'hui, on encourage l'utilisation des tests génotypiques ou tests moléculaires. Les techniques moléculaires permettent un diagnostic et des tests de pharmacorésistance rapide en s'affranchissant de l'étape de culture bactérienne. La PCR en temps réel est la technique la plus utilisée. Les performances des tests moléculaires sont significativement réduites si le dépistage par microscopie des bacilles est négatif. C'est un des rares écueils. Certains tests combinent la détection du génome de Mycobacterium tuberculosis avec la détection de mutations associées à la résistance aux antituberculeux. Parmi les tests qui sont déjà utilisés, vous avez le GeneXpert MTB-RIF Ultra qui fait le diagnostic de la maladie et dépiste la résistance à la rifampicine, le GeneXpert MTB-XDR qui va dépister la résistance à l'INH, qui peut dépister la résistance à l'INH, quinolone, aminoside, éthionamide et prothionamide. Un autre test, c'est le génotype MTB-DR+, ou le test de Hein 1, qui dépiste la résistance à la rifampicine et à l'INH, et le Hein 2, qui dépiste la résistance au quinolone et aux aminosides. Encore dans le domaine du diagnostic, il y a la culture en milieu liquide. Le milieu de culture liquide MGIT pour Mycobacteria Growth Indicator Tube avec l'automate BACTEC TM est le plus utilisé. Il a une sensibilité supérieure de 10 à 15% par rapport au milieu de Lowenstein. Il permet une détection rapide des mycobactéries et selon les lignes directrices de l'OMS concernant le diagnostic de la tuberculose, une meilleure sensibilité est obtenue en combinant le milieu solide et le milieu liquide. L'avantage évident de l'antibiogramme en milieu liquide sur la méthode des proportions en milieu solide est le délai de réponse, puisque les résultats sont obtenus en 8 à 10 jours au lieu de 3 à 6 semaines. Les autres examens ou les autres modes d'exploration, on a le séquençage de nouvelles générations et les tests d'hybridation moléculaire de l'ADN qui sont une approche prometteuse pour détecter la résistance aux antituberculeux. On a 2 tests qui sont déjà utilisés. Le TB-LAM antigène test urinaire qui fonctionne de la même façon qu'un test de grossesse et qui est largement utilisé dans le diagnostic de la tuberculose associée au VIH. Et le test ADA qui est utilisé largement dans le diagnostic de la tuberculose pleurale. Les autres biomarqueurs, on a la notion de métabolome, qui est le dosage de métabolites sanguins qui permettent de définir des populations susceptibles de développer une tuberculose et les sous-types de polynucléaires et beaucoup d'autres examens en cours de validation. La détection assistée par ordinateur et nous avons également la détection assistée par ordinateur pour le dépistage de la tuberculose par radiographie pulmonaire numérique en utilisant l'intelligence artificielle et les algorithmes de décision. Pour le traitement,
que fait la recherche clinique. Des consortiums de recherche et des partenariats publics et privés ont été établis. Le monde universitaire et l'industrie unissent leurs efforts pour innover dans le traitement de la tuberculose. La recherche a pour objectif la réalisation d'essais cliniques visant, donc les objectifs, c'est raccourcir le traitement de la tuberculose, que ce soit les tuberculoses à souche sensible, les MDR ou les XDR. Les approches récentes visant à raccourcir le traitement de la tuberculose reposent sur deux stratégies principales. C'est 1, l'optimisation des doses, et 2, la combinaison ou la recombinaison de médicaments existants et ou leur remplacement ou leur ajout à des médicaments nouveaux ou reconvertis. Les recherches visent également à remplacer les drogues injectables par des molécules par voie orale, notamment dans les schémas pour les tuberculoses résistantes. Les chercheurs ambitionnent également de définir des régimes adaptés, donc ce seraient des régimes à la carte. Ces régimes seraient adaptés à des populations particulières comme le traitement de la tuberculose de l'enfant, chez la femme enceinte et le VIH qui pose un problème de polymédication et d'interaction médicamenteuse qui peut être un frein pour l'utilisation de pas mal de molécules aujourd'hui utilisées pour le traitement de la tuberculose. Les autres objectifs, c'est d'améliorer l'efficacité de ces traitements, de réduire les effets secondaires, et il y a la notion de forgiveness qui veut dire pardon, et donc ce seraient des schémas qui pourraient pardonner l'oubli d'une prise de médicaments, et cet oubli n'aurait pas d'impact sur l'efficacité du traitement. Plusieurs essais, plusieurs nouvelles molécules et nouveaux protocoles ont déjà été évalués ou sont prêts à être évalués. Parmi les molécules, on a la rifapentine, la bédaquiline, le ninésolide, délamanide et d'autres molécules encore. Pour les essais, vous avez le Rifashort qui consistait à raccourcir le traitement à 4 mois avec 2 mois de fast attack et en optimisant et en augmentant la dose de rifampicine et 2 mois de phase d'entretien. On a l'essai Truncat TB, le STREAM 2, le SHINE, le TB Practical qui est un essai qui a fait une étude sur le traitement des tuberculoses résistantes et qui a permis de raccourcir la durée de traitement à 6 mois avec toutes les molécules par voie orale, la prise de toutes les molécules par voie orale. Donc beaucoup d'études, beaucoup de publications pour améliorer le traitement de la tuberculose. On passe à la prévention. Donc jusque-là, pour diagnostiquer une tuberculose latente, on utilisait le test cutané à la tuberculine, mais n'oublions pas les faux négatifs et les faux positifs avec ce test. Le test IGRA, qui est un test très intéressant, cependant, il y a le problème du coût et de la disponibilité. Donc, la science ambitionne de développer de nouveaux moyens de dépistage de la tuberculose latente. Et des tests sont déjà en cours, déjà utilisés. Ce sont des tests cutanés. 3 tests sont déjà disponibles, le CYTB, le CTST et le Diaskin test, qui utilisent le même principe que le test cutané à la tuberculose et qui a une spécificité similaire aux IGRA. Il n'y a pas d'influence d'une vaccination antérieure par le BCG ou l'exposition à des mycobactéries environnementales. Toujours dans le volet de la prévention, on va essayer d'optimiser le traitement des patients porteurs d'une tuberculose latente. Ce ne sont pas des patients qui sont malades, on va juste éviter la progression à la maladie. Donc il faudrait essayer de raccourcir au maximum les régimes pour aboutir à une observance optimale et assurer une innocuité. Donc il y a des essais avec 1 mois de traitement avec INH et rifapentine. Rifapentine associée à des nanoparticules pour assurer une libération prolongée. Et on pense également à proposer des régimes spécifiques pour les sujets contacts de cas résistants à la rifampicine et les MDR. Ces régimes sont le plus souvent
à base de lévofloxacine et de délamanide. Le dernier volet, c'est la vaccination. Alors, en septembre 2024, il y avait 15 vaccins candidats pour la lutte antituberculose. Ces vaccins vont différer selon leur plateforme. Donc, on aura des vaccins à base de mycobactéries vivantes atténuées, de mycobactéries inactivées, des vaccins utilisant un vecteur viral, des vaccins utilisant des protéines de mycobactéries avec adjuvant et des vaccins à ARN. Ces vaccins vont différer également selon la cible. Ça peut être les sujets âgés, les adultes, les adolescents, les enfants, les nourrissons, des patients porteurs de VIH ou non, et selon l'objectif attendu par ces vaccins. Ça peut être des vaccins pour prévenir l'infection, pour prévenir la maladie ou pour prévenir la récurrence de la maladie, et certains vaccins sont utilisés à visée thérapeutique. Donc, aujourd'hui, il y a 6 vaccins qui sont déjà en phase 3 dans les essais, et d'autres vaccins qui sont en phase 1, phase 2 et phase 3. Ça y est. Bon. Qu'en est-il en Algérie? Donc, je ne serai pas très longue, parce qu'en Algérie, on a deux instructions. La première, elle date de janvier 2021, qui va codifier la prise en charge de la tuberculose latente. Donc, elle définit la population à risque, qui sont les enfants de moins de 18 ans, toutes les personnes qui sont contact d'un cas de tuberculose bactériologiquement confirmé microscopiquement ou à la culture, toutes les personnes vivant avec le VIH, adultes ou enfants, les candidats à une biothérapie, notamment l'anti-TNF, les candidats à la dialyse, les candidats à une greffe d'organes ou à visée hématologique et les patients atteints de silicose. La condition, c'est d'exclure une tuberculose maladie par les examens cliniques, l'interrogatoire, la radiographie thoracique et d'autres examens si nécessaire. Le dépistage se fait comment? Bon, chez l'enfant immunocompétent de moins de 5 ans et chez les personnes vivant avec le VIH contact d'un cas de tuberculose confirmé bactériologiquement, le traitement prophylactique est donné de façon systématique. Chez les enfants immunocompétents de 5 ans et plus, on réalisera une IDR à la tuberculine. Si elle est supérieure à 10 mm, quel que soit le statut vaccinal, on mettra sous traitement prophylactique. Pour les enfants immunodéprimés, si l'IDR est supérieur ou égal à 5 mm, quel que soit le statut vaccinal et ou IGRA positif, et si l'IDR est inférieur à 5 mm avec test IGRA positif, le traitement prophylactique est donné. Pour les personnes vivant avec le VIH et les autres populations à risque, si l'IDR est supérieur ou égal à 15 mm ou si l'IDR est inférieur à 15 mm avec un test IGRA positif, le traitement prophylactique est donné. Si l'IDR à la tuberculine est inférieur à 15 mm, le test IGRA et le test IGRA négatif ont conclu à l'absence de tuberculose latente. Le schéma thérapeutique proposé, c'est le RH 3 mois dans la plupart des cas et l'INH si antécédent d'hépatite ou chez les personnes vivant avec le VIH. Pour l'instruction de mars 2024, elle va donner les nouveaux schémas thérapeutiques standards. Pour la tuberculose pulmonaire, il n'y a pas eu de changement. Vous remarquerez qu'il y a l'introduction de l'ethambutol pour le traitement de toutes les tuberculoses extrapulmonaires et on va insister sur le fait que le traitement ne doit pas dépasser 6 mois en dehors de la tuberculose ostéo-articulaire, vertébrale et neuroménagée. Tous les cas déjà traités doivent bénéficier de tuberculose avec antibiogramme ou test moléculaire. Pour les rechutes, reprises évolutives et échecs, si le test moléculaire rapide est négatif, si le test moléculaire rapide est non disponible, on met un traitement de première ligne. Si le test moléculaire rapide est positif, on mettra un traitement de résistance. Pour les échecs, seule exception, si le test moléculaire n'est pas disponible, on mettra le schéma thérapeutique de 8 mois.
Pour la tuberculose de l'enfant, on a raccourci le traitement pour les tuberculoses extrapulmonaires non sévères, la primo-infection patente, des adiopathies périphériques et des épanchements pleuraux non compliqués, et on a introduit l'éthambutol dans toutes les autres formes de tuberculose. Là, je vous ai mis tous les documents qui expliquent le rationnel de ces modifications. Pour le VIH, les mêmes schémas standardisés. Pardon ? Conclusion, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes à plus de 30 minutes. OK. Donc, pour les VIH, donc, on ne prescrira pas les inhibiteurs de protéase et on surveillera la survenue du syndrome de reconstitution immunitaire. Donc, en conclusion, si on optimise l'utilisation des outils actuels et émergents, si on poursuit la couverture sanitaire universelle, si on introduit les nouveaux outils, vaccination, médicaments, schémas pour la tuberculose active et latente, on pourrait arriver à l'éradication de la maladie. Sauf que, même éradiquée, la tuberculose fera encore longtemps parler d'elle, puisque nous aurons à prendre en charge ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie pulmonaire post-tuberculose, ou post-tuberculosis lung disease. Des études sont actuellement en cours et tendent à déterminer des facteurs pronostiques à identifier qui pourraient prédire la survenue de la maladie pulmonaire post-tuberculeuse et le degré de sévérité de cette dernière en vue d'une prise en charge précoce et adéquate. Et l'histoire continue. Merci. Merci, Dr. Brahim Djelloul. Donc, nous vous remercions tous pour cette